Madame, Monsieur, bonsoir. Un drame à Toulouse. L'employé d'une crèche s'en prend violemment à un enfant de 3 ans. Il le jette à plusieurs reprises contre un mur. L'enfant est ce soir dans le coma. Des interpellations dans la région lyonnaise, dans les milieux islamistes. Un terrible attentat dans le quartier de Bab el-Oued à Alger. L'opération Force délibérée qui se poursuit en Bosnie. Le général Janvier qui dirige les opérations dans l'ex-Yougoslavie sera notre invité. Et puis nous reviendrons dans ce journal sur la violence en Corse alors que 3 nouveaux assassinats viennent d'endeuiller les familles nationalistes. Et ainsi que sur les propos de Jacques Chirac à l'hebdomadaire Le Point. Un enfant de 3 ans est dans le coma à Toulouse. C'est un employé de la crèche à laquelle il avait été confié qui l'a violemment frappé, le projetant à 3 reprises contre un mur. L'homme a été mis en examen, mais des questions se posent déjà sur son recrutement. Il bénéficiait d'un CES, un contrat emploi solidarité, n'avait pas de formation spéciale et il avait à plusieurs reprises fait l'objet d'internements psychiatriques. Isabelle de Lyon et Marie-Hélène. C'est dans ces murs que s'est déroulé le drame. C'est là que le petit Marc a été plusieurs fois jeté à terre. Cette crèche avait ouvert normalement ses portes en janvier. Elle avait obtenu toutes les autorisations nécessaires. Tout allait bien, semble-t-il. Pascal Beignol travaillait là depuis plusieurs mois comme employé stagiaire. C'était un peu l'homme à tout faire. Vous connaissez la personne qui est en cause, le monsieur? Oui, je l'ai vu comme tous les gens qui viennent chercher leurs enfants le soir. Et vous avez jamais paru bizarre? Ah non, non, c'était quelqu'un de très doux. Très gentil et très doux. Pour le maire de la commune de Cornebarieux, près de Toulouse, l'établissement satisfaisait à toutes les normes. C'est une structure qui a été agréée par toutes les instances compétentes et qui en plus avait la réputation d'être disons, au top niveau de ce genre d'établissement. Les crèches parentales ont vu le jour dans les années 70, les familles ne trouvant pas de place dans les crèches municipales. Elles sont gérées et administrées par les parents. Elles bénéficient rarement de subventions, d'où l'emploi de nombreux CES. Dans cette crèche du 18e arrondissement de Paris, 2 CES travaillent sous le contrôle constant des parents. Sur quels critères vous les prenez, ces CES? Leur motivation, on fait des entretiens, on voit un peu leur parcours. En général, ils ont un parcours assez moindre puisque c'est leur premier contrat, mais bon, les études qu'ils ont fait, surtout la motivation. Et vous connaissez leur passé en général? Ah bah oui, comme même, oui, on a un CV, on travaille, enfin, on ne peut pas toujours vérifier, mais on travaille sur des choses quand même, oui. Les enfants sont toujours encadrés par un parent plus le CES, ou par l'éducateur plus le CES, ou éventuellement un stagiaire, mais on ne laisse jamais les enfants à la charge d'un CES ou d'un stagiaire. À Cornebarieux, l'enquête devra déterminer pourquoi Pascal Beignol, qui souffrait de troubles psychiques, se trouvait lui seul avec l'enfant, puisque c'est un petit camarade qui a donné l'alerte. Tôt ce matin, les policiers de la PJ de Lyon et de la 6e DCPJ ont interpellé une vingtaine de personnes dans les milieux islamistes. Des interpellations qui s'inscrivent dans le cadre de l'enquête contre la tentative d'attentat du TGV Lyon-Paris. Michel Fine et Olivier Jacquelin. Dans ce foyer pour célibataires étrangers situé à Chasse-sur-Rhône, dans la région lyonnaise, les policiers ont interpellé 4 personnes. Au cours de la perquisition, ils auraient saisi des armes. Les policiers agissaient sur commission rogatoire du juge Laurence Levert dans le cadre de l'enquête sur la tentative d'attentat contre le TGV de Lyon. L'engin, déposé samedi près des rails, n'avait pas explosé. La composition de la bombe, une bonbonne de gaz remplie de chlorate, de poudre et de clous de charpentier, intrigue les enquêteurs. Selon eux, l'engin serait différent de ceux qui ont explosé dans le RER Saint-Michel et sur la place de l'Étoile. D'où cette hypothèse, la bombe du TGV aurait été confectionnée par un autre groupe. Les enquêteurs ont donc décidé d'explorer ce qu'ils appellent la piste locale. Les hommes interpellés ce matin sont proches des milieux intégristes lyonnais, tous connus des services de renseignement et susceptibles de passer à l'action. Il s'agissait surtout, précise un policier, de lancer un coup de pied dans la fourmilière islamiste sans avoir forcément obligation de résultat. Et l'un des principaux suspects de l'attentat du métro Saint-Michel, Adelkrim Deneche, a été confronté cet après-midi à la police secrète suédoise. Une audition qui se situe dans le cadre de la procédure d'expulsion et dont les conclusions seront transmises au gouvernement suédois. Un nouveau carnage vient de se produire à Alger. Une voiture piégée a explosé dans le quartier de Bab el-Oued, faisant au moins 10 morts et des dizaines de blessés. La cible, semble-t-il, était le siège de la sécurité nationale algérienne. Stéphane Guez. Peu avant midi, le quartier de Bab el-Oued, situé en plein cœur d'Alger, résonne d'une très puissante explosion. L'homme, seul au volant d'une voiture piégée, visait probablement le siège de la sécurité nationale, qui abrite l'état-major de la police algérienne. Mais le véhicule est dévié par les protections dressées devant le bâtiment et va s'écraser de l'autre côté de la rue contre le mur du lycée Abdelkader.
La radio algérienne parle d'une action suicide menée par un homme seul, mais certains blessés affirment avoir entendu 2 détonations. Il y a eu 2 explosions. La première sur le mur du lycée, l'autre du côté de la sécurité nationale. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Oui, pas mal. Où étais-tu au moment de l'explosion? La première ne m'a pas touché, j'ai essayé de fuir, mais la seconde m'a touché de plein fouet. 2 heures après l'attentat, les ambulances continuent d'évacuer les victimes. Un dernier bilan officiel fait état de 7 morts et 22 blessés, dont 6 gravement touchés. 78 personnes légèrement atteintes ont pu regagner leur domicile. L'attentat, l'un des plus meurtriers commis dans la capitale algérienne, n'a pas été revendiqué. Il intervient cependant à quelques semaines des élections présidentielles, au moment où le pays connaît une nouvelle flambée de violence. Et un autre attentat a eu lieu mardi soir à Boufarik. Là aussi, c'est une voiture piégée qui a explosé. Une personne a été tuée et 32 autres blessés. Enfin, 2 chefs du GIA, le groupe islamique armé, auraient été tués en Kabylie le week-end dernier. C'est du moins ce que rapporte le quotidien La Tribune, qui est généralement bien informé. L'opération de l'OTAN en Bosnie, baptisée Force délibérée, se poursuit, mais à un rythme moins important. L'OTAN a dit clairement qu'il s'agit d'obtenir des Serbes de Bosnie qu'ils lèvent le siège de Sarajevo. En attendant, une course contre la montre est engagée pour tenter de récupérer le pilote et le navigateur du Mirage français abattu dans la région de Palais, Patrice Pellet et Romuald Bonan. Ce Mirage 2000 vient de larguer 4 bombes au sud de Palais. Mais au sol, les soldats serbes ont riposté. Par un tir de missile SAM-7, l'avion prend feu. 10 secondes plus tard, les pilotes s'éjectent. Dans ce cercle, 2 taches blanches, les parachutes des 2 pilotes français dans le ciel de Bosnie. L'éjection est terrible. Les fusées placées sous les sièges propulsent les 2 pilotes A-16G. Un homme de 70 kg pèse alors plus d'1 tonne. Le stress est à son maximum. Il passe à travers les verrières. 0,25 secondes de propulsion par le moteur fusée et ensuite toute la phase d'ouverture du parachute pilote. En moins de 3 secondes, vous êtes pendu sous votre voilure. Une première balise s'est déclenchée automatiquement. Le signal de détresse est enregistré au PC des opérations françaises. L'alerte est donnée. 30 secondes après avoir été touché, le Mirage 2000 s'écrase en zone montagneuse à plus de 30 km au sud de Palais. Les pilotes, eux, sont vivants, dissimulés quelque part en secteur serbe, zone hostile. Ils doivent alors appliquer des directives d'évasion qu'ils connaissent par cœur, et notamment rechercher un endroit pour être récupérés. Se faire connaître, les 2 pilotes sortent alors leur matériel d'identification, un émetteur qui fonctionne sur une fréquence radio protégée. C'est ce signal qui va permettre de les repérer géographiquement sur le terrain. Les gens participent à ce que l'on appelle des stages de survie, où ils apprennent à utiliser au mieux l'ensemble des choses qui leur tomberont sous la main, qu'elles fassent partie du pactage ou que ce soit des éléments qu'ils trouvent à l'extérieur. L'opération de sauvetage peut alors commencer. Des hélicoptères Puma, présents sur la base aérienne de Brindisi en Italie, décollent. Ce sont eux qui devront récupérer les pilotes. Des avions radars AWACS, appuyés par des avions de chasse, assurent une couverture aérienne totale. Au sol, l'équipage envoie un signal lumineux. Un dialogue d'identification avec des mots-codes s'engage. Les commandos action et récupération, les CRAP, ont alors moins d'1 minute pour extraire les pilotes de la zone ennemie. Un scénario répété maintes et maintes fois, mais qui dans la réalité comporte d'énormes risques. Alors François Cornet, vous êtes au ministère de la Défense, vous avez peut-être des précisions ce soir sur les pilotes et sur les recherches. Oui, alors tout d'abord, en ce qui concerne les rumeurs sur la récupération des pilotes par les Serbes, on ne prend pas ici au ministère de la Défense ces rumeurs à sérieux. On dit que c'est de l'intox, comme pour le pilote du F-16 américain. On sait que le contact avec les pilotes n'est pas rompu, qu'il est toujours établi. Et on dit ici que si les Serbes les avaient récupérés, ils seraient trop heureux de nous les montrer. Alors maintenant, ce qui concerne l'opération de récupération proprement dite, eh bien, elle semble contrarier cette opération pour le moment par les conditions météo dans la région de Sarajevo. Il pleut et les zones montagneuses sont sous les nuages. C'est une opération, comme nous l'a dit Patrice Pellet tout à l'heure, délicate, périlleuse, très minutieuse. Il faut bien la préparer parce que bien sûr on ne peut la faire qu'une fois. Si on rate la première fois, il est difficile d'y retourner. D'autre part, il faut évaluer les forces serbes dans la région pour les contenir ou faire une opération de diversion au moment de la récupération, de façon à ce que ces forces ne représentent pas un danger pour les militaires qui iront récupérer les pilotes. Merci François. Sur le terrain en Bosnie, l'OTAN, je vous l'ai dit, continue ses raids aériens, mais à un rythme moins soutenu qu'hier. Les bombardements ont même cessé dans la journée. Le temps, semble-t-il, pour l'Alliance d'évaluer les dégâts. Stéphane Magnier.
Voici les images prises par les caméras témoins embarqués à bord des avions de l'OTAN au moment des bombardements. Ici, c'est un dépôt de munitions qui a été touché. Là, il s'agit de pièces d'artillerie. Et encore un peu plus tard, d'un bunker transformé en centre de transmission. Ou de cette usine d'armement de Vogocha, tristement célèbre à Sarajevo, parce qu'elle fabriquait des bombes volantes qui terrifiaient la ville. En termes de stratégie militaire, il s'agit de savoir maintenant quels ont été les effets exacts sur les cibles. Si l'on se fie aux rares images diffusées par les Serbes de Bosnie, le centre de communication téléphonique et le relais de télévision de Palais ont été effectivement détruits. Mais il s'agit d'objectifs civils, et les Serbes de Bosnie se sont appliqués à ne montrer que cet aspect-là de l'opération. On a même vu le général Mladic faisant la tournée des blessés à l'hôpital dont aucun ne portait l'uniforme. Pour envisager une suite éventuelle des opérations, les avions de l'OTAN se sont donc essentiellement aujourd'hui consacrés à des missions d'observation, soit pour préparer d'autres attaques, soit pour constater un début de retrait des armes lourdes. La force de réaction rapide située sur le mont Igman, qui surplombe Sarajevo et où passe la seule route de ravitaillement de la ville, a eu elle aussi la même mission. Et les Alliés ont bien d'autres moyens de s'informer, comme l'écoute des communications ou le renseignement fourni par des hommes infiltrés. Deux conclusions émergent des premiers rapports. La plupart des objectifs visés ont été atteints et les Serbes auraient ébauché aujourd'hui un début de retrait. Cherchent-ils seulement à se mettre à l'abri ou admettent-ils le changement de rapport de force? Alors avec nous en direct de Zagreb, le général Janvier qui commande les forces de l'ONU dans toute l'ex-Yougoslavie. Général, bonsoir. Bonsoir. Quelle est la situation sur le terrain? Est-ce qu'effectivement les Serbes de Bosnie effectuent un retrait? Est-ce qu'ils évacuent leurs armes lourdes du périmètre de Sarajevo? Et pour l'instant, nous n'avons pas constaté de retrait des armes lourdes de Sarajevo. Et un calme assez étrange, peut-être, existe à Sarajevo pour l'instant. On dit que certaines armes pourraient être déplacées, voire cachées par les Serbes sur le terrain. Je le souhaite très vivement, car c'est une des conditions qui est mise à mon niveau pour que les frappes aériennes soient arrêtées. Alors, à l'heure qu'il est-ce que les frappes continuent? Est-ce que vous avez encore d'autres cibles qui n'auraient pas été atteintes et que vous devriez atteindre ce soir ou demain? Vous savez, cette attaque fait l'objet d'une planification établie de manière très étroite au niveau de l'amiral Smith qui commande les forces de l'OTAN en Sud-Europe et de moi-même, ainsi qu'au niveau des états-majors subordonnés. Cette coopération très fructueuse se poursuit tout au cours de l'exécution et se poursuivra encore. Nous continuons les actions afin de parachever le processus engagé. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être précis, nous dire, je ne sais pas, en pourcentage par exemple, est-ce que vous êtes proche d'aboutir à la fin des raids? Je crois qu'il est très difficile pour l'heure d'estimer de manière précise les dommages portés au potentiel militaire serbe. Nous pouvons dire toutefois que dans le domaine des cibles choisies avec soin afin d'éviter les dommages collatéraux, c'est-à-dire les pertes en vie humaine, ces cibles s'attachant aux radars et défenses missiles associés et à des dépôts de munitions ou usines d'armement ou bien centres de communication, ces résultats ont été assez significatifs. Ils ont été complétés à Sarajevo par l'action remarquable et remarquée de la force de réaction rapide, notamment par l'intervention de ces moyens d'artillerie, obusiers et mortiers hollandais, français et britanniques. Alors mon général, Jacques Chirac ce matin a parlé d'un nouvel objectif pour cette opération qui pourrait être le désenclavement de Sarajevo et notamment la réouverture de la route traditionnelle d'accès à Sarajevo. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire sur le terrain pour vous? L'objectif recherché est aussi une cessation des hostilités selon les termes de l'agrément du 31 décembre 1994 et parmi les accords qui sont inclus dans cet agrément se trouve l'ouverture effectivement des routes dites routes bleues, c'est-à-dire un accès libre à Sarajevo. Un dernier mot, mon général, sur les pilotes français dont on est sans nouvelles. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez éventuellement eu des informations dans ce domaine? Je resterai très prudent sur ce sujet, tant il est vrai que la discrétion s'impose
afin de préserver au maximum les chances de récupération et d'extraction de nos pilotes. Merci beaucoup, mon général, d'avoir participé à ce journal. À propos des 5 observateurs de l'ONU dont on était sans nouvelles hier, eh bien, ils étaient donc portés disparus, ils sont vivants et ils ont quitté jeudi en toute sécurité le territoire de la République serbe de Bosnie. C'est ce qu'a annoncé ce soir l'agence serbe de Bosnie en citant le ministre bosniaque bosno-serbe de l'information. Vous le voyez sur ces images donc filmées par la télévision bosno-serbe. Voyons maintenant ce qui se passe à Belgrade. Les Serbes de Bosnie s'en remettent aujourd'hui au président Milosevic pour négocier en leur nom. L'heure paraît être à la paix. Jacques Merlino et Philippe Jasselin. Depuis le début des bombardements, Belgrade ne montre guère d'émotion. Pas de manifestations, pas de protestations devant les ambassades. Les rues de la capitale serbe ont leur aspect habituel, si ce n'est une fréquence plus grande de cortèges officiels. En vérité, l'heure semble plus à la négociation qu'à la révolte et l'on dit ici que l'envoyé américain Richard Holbrooke, parti ce matin pour Zagreb, pourrait prochainement revenir pour de nouveaux entretiens. La presse fait ses gros titres sur ces négociations et traite simplement en bas de page les représailles sur les Serbes de Bosnie. L'information majeure ici est l'accord signé mardi soir entre Karadzic et Milosevic, donnant à Milosevic le premier rôle pour négocier. Certes, l'homme de la rue s'indigne, mais cette indignation est contenue. C'est irrationnel. Ce n'est pas un acte civilisé, c'est stupide. Cela rappelle la guerre avec les Allemands. Ne me posez pas de questions, je vais pleurer. C'est un crime, il tue des innocents. C'est un crime et une honte, un crime à la puissance 3. La communauté internationale devrait condamner cela. Et si l'émotion n'est pas plus vive à Belgrade, c'est que toutes les communications avec la Bosnie serbe sont coupées, y compris avec les journalistes équipés de téléphones satellites. Cette absence d'information s'ajoutant à la volonté du pouvoir politique de mettre en avant la diplomatie explique sans doute le calme de cette population fatiguée par 4 ans de guerre. Nous retournons un instant à Zagreb avec vous, mon général, puisque selon une dépêche de l'agence France-Presse, vous vous seriez rendu à Palais cet après-midi pour rencontrer des chefs serbes. Pardon, je n'ai pas très bien saisi votre question. Nous venons de recevoir une dépêche de l'agence France-Presse qui nous dit que vous vous seriez vous-même rendu à Palais cet après-midi. Je ne me suis pas rendu à Palais cet après-midi pour rencontrer les Serbes. Et vous n'avez pas l'intention de le faire dans les jours qui viennent ? Je reste ouvert, bien sûr, à toute rencontre que solliciteraient les autorités serbes dans le but de répondre aux indications que je leur ai indiquées dans mes lettres. Même dans le contexte nouveau, les négociations passent par Palais ou par Belgrade aujourd'hui ? Je pense que les négociations à mon niveau concernent les Serbes de Bosnie, bien sûr par l'intermédiaire des autorités de Belgrade. Quand je dis négociation, c'est-à-dire d'écouter et de voir si les Serbes sont à même de répondre aux indications que nous leur avons fixées. Merci beaucoup, mon général, pour ces dernières précisions, même si le son tout à la fin était assez difficilement audible. Jacques Chirac est intervenu, je vous le disais tout à l'heure, en recevant les ambassadeurs de France à l'Élysée et a proposé donc que le deuxième objectif à atteindre par l'opération de l'OTAN soit le désenclavement total de Sarajevo. Le premier objectif assigné à nos forces est de faire disparaître la menace que faisait peser sur la capitale de la Bosnie la présence d'armes lourdes à l'intérieur de la zone de sécurité. La France estime qu'il faut aujourd'hui aller au-delà. Elle propose que le second objectif à atteindre dans le cadre de l'opération actuelle soit le désenclavement de Sarajevo. Le libre accès à la ville devra être assuré dans un premier temps, non seulement par la sécurisation totale de la route du mont Igman, mais aussi par la réouverture contrôlée de la route normale d'accès à la capitale à partir de Kiseljak. Cette voie d'accès devra désormais être garantie en permanence, et ceci par tous les moyens appropriés. En France, la violence est une nouvelle fois à l'ordre du jour en Corse, où les deux familles nationalistes semblent se rendre coup pour coup. En quelques heures, 3 militants nationalistes ont été abattus. Ils faisaient partie des deux principales composantes du mouvement nationaliste. Claude Sampère et Jean-Paul Miotto.
Une fusillade de plusieurs minutes en plein centre-ville, une trentaine d'impacts de balles. L'homme abattu hier soir s'appelle Pierre Albertini, 34 ans. Il était un des grands militants nationalistes de Lille, membre du mouvement pour l'autodétermination. Peu après 20 h, il quitte un bar de la place Saint-Nicolas à Bastia, encadré par quelques amis, tous armés. Quelques mètres plus loin, sur la rue principale de la ville, une camionnette blanche s'arrête à sa hauteur. À l'intérieur, plusieurs tueurs, armés de pistolets mitrailleurs et de grenades. Fauché par une rafale, Pierre Albertini est tué sur le coup. Ses amis ripostent et tuent à leur tour un des agresseurs qui portait une perruque et un gilet pare-balles. Il était 20 h 12, des dizaines de personnes ont assisté à la scène, seuls 2 ont témoigné et à l'heure actuelle, un suspect est en garde à vue. 12 heures après cette fusillade, un nouvel assassinat à Corté. L'homme abattu cette fois-ci est un militant d'une autre tendance nationaliste, la Conculta Nacionalista. Sa compagne est sérieusement blessée. Selon les magistrats basquais, il s'agit de toute évidence d'un acte de vengeance après l'assassinat de Pierre Albertini hier. Là aussi, très peu de témoignages, mais selon la police, des indices importants. Depuis le début de l'année, les différentes fractions nationalistes règlent leurs différends politiques et économiques à coups de fusil et de 1143. À ce jour, 9 militants de différents mouvements ont déjà trouvé la mort. Mais aujourd'hui, avec la disparition de Pierre Albertini, c'est pour la première fois une très grande figure du nationalisme qui est atteinte. En 1984, Albertini était l'un des 3 membres du commando, ici en tête, qui avait attaqué la prison d'Ajaccio pour venger la mort de Guy Orsoni, le frère de l'actuel dirigeant du MPA, Alain Orsoni. Hier, juste avant cette double fusillade, le ministre de l'Intérieur recevait à Paris les parlementaires corses, tous venus plaider une restauration de l'état de droit dans l'île. Jean-Louis Debré vient d'annoncer cet après-midi l'envoi de 9 inspecteurs de police en renfort. Silence et recueillement ce matin pour les obsèques des 2 pompiers volontaires morts lundi dans l'incendie de Lançon de Provence. Un hommage solennel leur a été rendu par le ministre de l'Intérieur en présence d'1 millier de personnes. Éric Villette avait 30 ans, il était père de 2 enfants et Thierry Cornet avait 25 ans. Ils ont tous les 2 été décorés à titre posthume pour actes de courage et de dévouement. Pendant que l'enquête se poursuit à Toulon, après la mort de l'adjoint au maire, Jean-Claude Poulet-Dachary, les divisions ressurgissent au sein de la section locale du Front National. La personnalité controversée de M. Poulet-Dachary lui avait valu quelques sérieuses inimitiés. Sandra Smith et Didier Beaumont. La salle du Palais des Congrès de Toulon est encore vide. Les 800 militants du Front National investiront bientôt les lieux pour leur université d'été. Bruno Maigret a présenté le contexte politique de cette réunion dans une ville symbole conquise par le Front National en juin dernier. Mais après les déclarations générales, il a évoqué avec discrétion la mort de Jean-Claude Poulet-Dachary. Le bras droit du maire de Toulon était un militant controversé. Monsieur Poulet-Dachary était un militant de grande qualité, de grande rigueur. Sa vie privée ne regarde que lui. Et au moment où il est mort, je trouve particulièrement malséant de chercher à la mettre sur la scène publique. Malgré tout, ce décès fait émerger d'anciens bruits de couloir. Fin 1994, une vingtaine de militants du Front National dans le Var s'étaient plaints auprès de Jean-Marie Le Pen. La vie privée de Jean-Claude Poulet-Dachary ne collait pas avec l'image de marque du FN. Un responsable local est chargé de faire un rapport, mais le président Le Pen n'en tiendra pas compte. Aujourd'hui écarté de la direction de la Fédération varoise, le docteur Lefebvre regrette ce fait divers. On n'avait pas besoin de ça au Front National. Et j'en suis d'autant plus Marie que justement c'était prévisible depuis 6 mois et j'ai encore tout récemment écrit une lettre à Jean-Marie Le Pen en lui disant que si il arrive quelque chose de scandaleux au Front National dans le Var, ce sera certainement du fait de M. Poulet-Dachary. À l'hôtel de police de Toulon, les enquêteurs épluchent le rapport du docteur Lefebvre sur la vie tumultueuse de Jean-Claude Poulet-Dachary. La piste d'un crime crapuleux reste privilégiée. Joseph Cercia, le conseiller général UDFPR du Var, a été mis en examen à Toulon. On le soupçonne de trafic d'influence dans le cadre d'autorisation d'ouverture de maisons de retraite.
Les spéculations vont bon train au large de Mururoa sur la date du premier essai nucléaire français. Nous sommes à la veille du 1er septembre, autrement dit à la veille de la période pendant laquelle ces essais doivent avoir lieu. Sur place, la guerre des nerfs entre Greenpeace et les bâtiments de la marine française se poursuit. Chaque fois que Greenpeace fait mine d'entrer dans la zone interdite des 12 000 marins, les commandos marines sont sur le pont. Thierry Tuillier et Franck Brisset. Non loin de la zone interdite autour des atolls de Mururoa et Fangatofa, une opération de prévention est en cours. Un voilier chilien est arrivé il y a peu ralliant la flottille de protestation contre les essais. L'accueil est sans surprise. Un patrouilleur de la marine lui barre la route et lui envoie un de ses Zodiacs porteur d'une missive de l'amiral lui rappelant quelques principes de droit. Une fois la lettre remise, le voilier protestataire passe sous la surveillance permanente des bâtiments de l'armée. Cette lettre rappelle que les États côtiers peuvent suspendre temporairement le passage dans les eaux territoriales de Mururoa et de Fangatofa. Plus aucun passage n'est possible jusqu'en mai 1996. La surveillance n'est pas seulement maritime. Les hélicoptères sont aussi des moyens efficaces de collecte de renseignements. L'armée a ainsi constaté que les mouvements des Zodiacs de Greenpeace sont fréquents, comme s'ils s'entraînaient. Autre constat, les voiliers de particuliers et la pirogue polynésienne des îles Cook sont venus ces dernières heures grossir la flottille, donnant au Pacifique des aires de périphérique à l'heure de pointe. Très proche de Mururoa, il doit y avoir une douzaine de navires. Si on élargit un peu la zone, on doit être à une quinzaine. La flottille antinucléaire ne sera au complet que dans quelques jours. Ce soir, les premiers arrivés se regroupent autour des deux principaux navires de Greenpeace, mais seul pour le moment, le Rainbow Warrior est venu se frotter au dispositif français. Et en s'approchant à chaque fois aux limites de la zone d'exclusion, il a provoqué la mise en alerte des deux frégates de la marine. Et Thierry Tuillier me précise que le Rainbow Warrior a maintenant quitté la zone de Mururoa. Il est environ à 100 km de l'atoll. On ignore toutes ses intentions. En revanche, le reste de la flottille, bien sûr, est toujours sur la zone. Et puis toujours à propos de ces essais, Jacques Chirac a réaffirmé qu'il ne s'agissait pas de développer d'armes nucléaires nouvelles. Et il a annoncé que la dissuasion française pourrait jouer un rôle dans la sécurité de l'Europe. D'autres militants de Greenpeace près de Paris s'insurgent. Leur péniche, le Beluga, censé apporter à Paris 4 millions de signatures hostiles à la reprise des essais, est pour l'instant bloqué à quelques encablures de la Tour Eiffel près de Chatou dans les Yvelines. David Calvet et Philippe Deslandes. Course-poursuite aujourd'hui sur la Seine entre Greenpeace et la gendarmerie. Impossible pour le navire Beluga venu d'Allemagne de s'approcher de Paris. Dites-moi pourquoi je ne peux pas naviguer. Vous devez me donner une raison. La raison, un arrêté préfectoral interdit à tout navire appartenant à l'organisation Greenpeace de gagner la capitale. Dialogue de sourds entre les deux camps. Parce que vous ne voulez pas comprendre. Ça vous a été notifié, vous le savez très bien que vous ne pouvez pas monter en amont de vos rivales. On va pas, je peux pas. Frustration pour les 6 membres d'équipage. Après 13 jours de navigation, ils sont bloqués à quelques kilomètres de leur but. La France a peut-être peur de Greenpeace, je ne sais pas, mais nous sommes tout à fait démocratiques, nous sommes non violents et nous allons faire une manifestation pacifique. Ce soir, le navire Beluga est immobilisé. Les 6 membres de Greenpeace ne dormiront pas à Paris, surveillés de très près par les brigades fluviales. Demain, le Beluga essaiera quand même d'attirer l'attention sur lui, à des milliers de kilomètres de Mururoa et de la flottille de la paix. Jacques Chirac a choisi l'hebdomadaire Le Point pour revenir sur les principaux dossiers de ces dernières semaines et notamment sur le départ d'Alain Madelin. Jean-Michel Carpentier. Oui, il y a 15 jours, Jacques Chirac avait déjà donné le ton de la rentrée lors d'un conseil des ministres en réaffirmant que le cap du changement serait maintenu. Et bien dans cette interview au Point dont vous venez de parler, le chef de l'État confirme que les engagements pris par lui seront tenus et il souhaite que l'on ne puisse plus parler de fracture sociale à la fin de son septennat. Le chef de l'État reconnaît que les Français ressentent de l'impatience, mais il leur demande, je le cite, de lutter contre la tentation du pessimisme. Il ajoute que le volontarisme, ce n'est ni l'improvisation, ni la précipitation, ni la méthode Coué. Alors pourquoi cette insistance? Eh bien tout simplement parce qu'entre-temps, il y a eu la démission d'Alain Madelin, dont Jacques Chirac se dit profondément attristé. Il a d'ailleurs des mots sympathiques pour l'ancien ministre de l'économie, mais le président précise que rien n'est plus préjudiciable à la réforme que les effets d'annonce intempestifs. Une façon de reconnaître que cette démission était inévitable pour pouvoir poursuivre l'action gouvernementale.
Les réformes seront donc lancées comme prévu. Il ne doit pas y avoir de sujet tabou, dit le chef de l'État, mais il ne faut pas confondre acquis sociaux et privilèges. En un mot, dans cet entretien, Jacques Chirac veut rassurer, dire que rien n'est changé, en souhaitant probablement que les remous de ces derniers jours n'entachent pas davantage l'action des prochains mois, à un moment où les Français semblent commencer à douter un peu. Merci Jean-Michel. Les premiers couacs de la rentrée scolaire, ça se passe à Bretteville-l'Orgueilleuse, près de Caen. Nous sommes dans une école maternelle. Les enfants sont rentrés hier, mais leurs parents occupent les locaux depuis qu'on leur a annoncé qu'une classe était supprimée. Reportage Mathieu Huchet et Pascal Caron. On veut une maîtresse, on veut une maîtresse. Enfants et parents de cette petite école maternelle de Normandie sont en colère. 6 enfants en moins inscrits cette année par rapport à l'année dernière et l'académie vient de décider la suppression d'une classe entière. En signe de protestation, les parents ont depuis hier, jour d'ouverture de l'école, envahi les locaux. L'année dernière, nous fonctionnions à 6 classes pour 24 enfants. Cette année, nous sommes 5 classes avec 30 enfants dans certaines, 29 dans d'autres. Ce sont des enfants d'école maternelle, il faut le préciser, donc des enfants qui ont entre 2 et 5 ans et demi, et c'est beaucoup trop lourd à gérer. La directrice et les instituteurs ont décidé de laisser les portes ouvertes et continuent à faire cours, mais toujours sous le regard des parents, présents toute la journée. Les enfants sont perturbés plus ou moins dans le sens où il y a les mamans autour, il y a les adultes, donc ils n'arrivent pas à avoir une intimité qui devrait se créer avec les maîtresses d'école et ça pose problème. Mais nous sommes décidés à continuer jusqu'à ce qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut. Les familles ont reçu le soutien du maire de la commune, une commune de près de 3000 habitants qui doit prochainement s'agrandir. Demain, les parents rencontreront l'inspecteur d'académie pour tenter de trouver une solution. Chantal Thomas expérimente à ses dépens les joies du capitalisme à la japonaise. Elle vient d'être licenciée de chez elle par son actionnaire majoritaire, le groupe japonais World. Marie-Josée Le Picard. Chantal Thomas est cette créatrice de mode qui, après que les féministes aient jeté leur soutien-gorge aux orties, a réinventé tout l'arsenal ambigu de la lingerie féminine. Les bas fantaisie, les soutiens-gorge pigeonnants, les porte-jartelles et les gaines satin, la lingerie noire, le style casque d'or. Bref, les petites femmes de Paris. Si bien qu'en 1985, le groupe japonais World investit massivement pour devenir l'actionnaire majoritaire de la société Chantal Thomas. En 1995, aujourd'hui, les actionnaires japonais licencient Chantal Thomas et veulent garder son nom. Un coup de force qui rappelle la mésaventure arrivée à Jean-Louis Scherrer, licencié il y a 3 ans de sa propre maison par ses investisseurs japonais. L'affaire Chantal Thomas contre World est portée devant les prud'hommes, ce qui explique le silence public des 2 parties intéressées. Espérons qu'un jour on ne pourra plus acheter le nom des personnes et qu'à l'avenir, Chantal Thomas pourra signer de son propre nom ses propres créations. Le mystère est entier sur le circuit de Silverstone en Angleterre. Alain Prost a fait ses essais au volant d'une McLaren. Prost qui n'est pas reconduit depuis très longtemps, depuis 18 mois. Alors reprendra-t-il la compétition? C'est la grande question et la réponse de Laurent-Frédéric Bollet. Il y a des gestes et des attitudes que l'on retrouve tout naturellement. Le professeur est de retour ou presque, Alain Prost est à Silverstone, mais surtout Alain Prost est de nouveau en piste 2 ans après avoir annoncé sa retraite. En rupture de contrat avec Renault, c'est donc vers McLaren et Mercedes que le quadruple champion du monde se tourne pour des essais que personne n'imaginait possibles il y a encore quelques semaines. Je n'ai absolument pas de contrat, pas d'accord, pas de rien de signé. Je paye mes frais pour venir ici, je fais ça, c'est absolument rocambolesque un peu, ça peut paraître rocambolesque comme situation, mais c'est une situation qui me va bien et on verra après les prochains essais ce qu'on pourra faire. Ce qu'il pourra faire, c'est bien sûr donner son avis sur la voiture tout en retrouvant un évident plaisir de piloter. Mais après, tout le monde s'interroge, Alain Prost peut-il revenir en compétition en 96 ? Ce n'est en tout cas pas 2 sorties de route aujourd'hui qui pourraient l'en empêcher s'il le voulait. Reste que d'autres essais sont programmés et qu'il se forgera sa réponse petit à petit. Je dirais que dans la vie, il y a des opportunités qui se présentent. On est obligé d'évaluer jusqu'au bout. Et puis, il faudra prendre une décision. Mais j'en sais pas plus que vous. Enfin, tout le monde peut penser, je dirais que je vais peut-être revenir, etc. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. C'est step by step, comme on dit. Et puis, on verra après.
40 ans, milliardaire, mais finalement retraité et sans véritable occupation, Alain Prost se cherche sans doute une nouvelle motivation. Est-ce que cela va passer par un retour à la compétition? On le verra bien d'ici quelques jours. En tout cas, on peut dire qu'Alain Prost est pris d'un véritable démon de midi mécanique. Ça se passe au beau milieu de l'Auvergne, dans une abbaye du XIVe siècle, à la Chaise-Dieu. C'est l'un des festivals de musique baroque les plus courus de l'été. Mathieu Huchet et Jean-François Becquet. Il est italien. Ils sont tous italiens. Et qui dirait qu'hier soir encore, ils étaient tous habillés parce que chanteurs du chœur de Bologne. Ce lieu, ils le connaissent depuis longtemps. À chaque fois, ils y éprouvent le même bonheur, le même plaisir d'interpréter cette musique-là. Le baroque, capitale la Chaise-Dieu, où l'on se sent à l'unisson de Vivaldi, Handel et autres Verdi. C'est une abbaye incroyable du point de vue acoustique avant tout. C'est incroyable du point de vue situation géographique, isolée comme ça dans des forêts. C'est magnifique. Et les voilà tous qui s'enflamment comme l'auteur de ces odes, Purcell, qui écrivit au XVIIe siècle pendant 6 longues années des œuvres dédiées à la seule Marie II d'Angleterre. Chaise-Dieu, 15 jours de grâce où la musique s'adresse à l'âme, ou comme le dit un opéra, le silence n'est jamais complet, car ici, les pierres ont une voix. Je vais vous parler hier de ce babouin qui était devenu la curiosité d'un village de l'Essonne. Eh bien, il a blessé un gendarme et il a été tué. Une enquête est bien sûr ouverte pour déterminer les circonstances de la mort de l'animal. Voilà, fin de cette édition. Tout de suite la météo de Sophie Davant. Après un point route de Valérie Maurice, vers 20h50, des trains pas comme les autres de Bernard Labrigeon. Ce soir, c'est consacré à la Birmanie et je vous le recommande chaleureusement. Le dernier journal, ce sera Florence Dechet aux alentours de minuit. À 13h, bien sûr, Alain Chalvron. Et à 20h, vous retrouverez Daniel Bilalian. Ce sera le grand retour. Merci. Bonne soirée sur France 2.